Le club de la presse européen, Joe Biden, était à Kiev hier pour assurer l'Ukraine de son soutien inébranlable. Emmanuel Macron, lui, est à Rungis ce matin au marché d'intérêt national. Alors en plein bourbier sur les retraites. À défaut d'avoir réussi à convaincre de travailler plus tard dans la vie, le président veut voir les Français qui se lèvent tôt. Bon, la référence est facile, vous l'avez non, je prends un peu de cul. Pardon ? Je l'ai. Vous l'avez ? Bon, bah c'est bien. C'est tellement un anglicisme. Alors voilà, c'est ça. Et ben c'est le début d'une séquence de terrain, comme on dit au Palais, pour le président, qui inaugurera ensuite samedi le salon de l'agriculture. On en parle ce matin avec nos deux plumes du mardi. Bonjour François Calfon. Bonjour. Éditorialiste politique, membre du bureau national du PS, et Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Bon, Rungis, l'autre allée du pouvoir. Je te posais la question à François, si en tant que politique il s'y est rendu. Vous avez fait votre pèlerinage à Rungis? Moi, je vais souvent à Rungis parce que j'aime bien cet endroit. J'aime même aller manger à Rungis. Il y a quelques brasseries à l'intérieur. Ah, mais c'est à titre privé. Là, je vous parle en tant que politique. Ah non, ça m'est arrivé de le faire. Non, mais pour reprendre, finalement, il est allé voir la traditionnelle tête de veau, n'est-ce pas, même si nous ne sommes pas le 21 janvier. Mais pour autant, les Français ne sont pas des veaux. Et donc, dès qu'il a foulé le pied de Rungis, il sait... pas la 21 janvier, tête de veau, rappelez-moi. Ah ben, vous savez, Louis XVI. Ah, d'accord. C'est une vieille tradition en France de manger de la tête de veau pour célébrer la mort de roi. Mais c'est vrai. Je sais que Eugénie Bastier est tout à fait accablée par cette référence, je le comprends. Mais c'est une référence populaire. Ouais. Eh bien, il s'est fait interpeller, d'emblée chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Et d'une certaine manière, nous avions le code source dans ce studio européen, Monsieur Minck, qui nous expliquait bien la réalité, toute tête de veau et toute déambulation dans le mine. La réalité, c'est que cette réforme est faite pour plaire au marché financier. La réalité, c'est que finalement, l'establishment n'aurait souhaité qu'une chose, c'est qu'on puisse dissoudre le peuple à coup de 49.3. Mais les faits sont têtus, pour citer une autre référence célèbre. Et bien évidemment, il s'est fait interpeller. Eugénie Bastier, cette visite au marché de Rungis, après une longue séquence internationale pour le président, et j'ai vu qu'il avait visité 15 pays depuis l'été, et pratiquement, je crois, 2 déplacements en France seulement. Oui, alors si je voulais reprendre avec un jeu de mots ce qu'a dit Alain Minck ce matin, c'est vrai qu'on a l'impression que cette réforme est plus faite pour plaire au marché qu'au marché. Donc là, il va au excellent. marché. Moi, je tiens à noter que c'était excellent. Mais c'est-à-dire que voilà, on voit bien que c'est une réforme qui effectivement a un enjeu systémique pour la France et qui a du mal à passer auprès des actifs. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, elle s'inscrit dans un contexte où on en demande de plus en plus aux actifs en France. On leur demande de payer finalement pour les autres, pour ceux qui ne travaillent pas. D'ailleurs, vous avez remarqué que la réforme sur l'assurance chômage, qui est aussi une réforme assez dure, n'a provoqué aucun remous, quasiment aucune opposition, parce qu'elle touchait des gens qui sont au chômage et finalement pas les Français qui travaillent. Et là, le problème de cette réforme, c'est qu'elle touche les actifs. Je crois que c'est ça qui est compliqué à expliquer aux Français, parce qu'ils ont l'impression de payer plein pot pour tout le monde, et pour les retraités, pour les immigrés, pour les chômeurs, etc. Et je pense qu'il y a un sentiment... que dans le discours de Macron, les actifs passaient avant les retraités initialement en 2017. Et puis en plus, il y a cette espèce d'idée que le pacte français, c'est quoi ? C'est on a des petits salaires, on n'est pas très bien payé, mais en échange, on a un certain nombre d'avantages sociaux et effectivement des services publics de qualité. Or, ce pacte français, on voit bien qu'il est fissuré aujourd'hui parce que les salaires sont pas augmentés. Il y a un vrai problème sur les salaires en France, notamment avec les charges sociales. Et on remet en question ce pacte social. Donc, effectivement, c'est pour ça, à mon avis, que c'est si difficile de la faire passer auprès des actifs. Mais je reviens quand même sur cette visite d'Emmanuel Macron à Rungis. On dit toujours, dans ces cas-là, on se met à portée d'engueulade. Finalement, on voit que c'était extrêmement lisse. Il n'y a pas eu tellement d'incartade. Il a mangé, il a bu le petit café, il a répondu à 2-3 questions. Mais ça sert à quoi de faire ça exactement, François? Qu'est-ce qu'espère Emmanuel Macron? C'est parce que c'est sa vision du Gaulois réfractaire. Il a fait 15 pays et il a fait la Gaule réfractaire un matin à Rungis, tout à fait sécurisé. Pour ça que c'est ça. Non, mais c'est sa vision, parce qu'il est tellement coupé du peuple qu'il ne s'aperçoit même pas que sa réforme, qui ne répond pas à la question des seniors qui ne sont plus en emploi. Franchement, à Rungis, aller parler de réforme des retraites alors qu'on est la même personne qui a supprimé des critères de pénibilité, c'est pas se mettre à portée d'engueulade, c'est faire de la provocation. Et qu'est-ce qui est fait pour les salariés qui souffrent? Et je suis d'accord avec ce qui a été dit à l'instant. Bon, naturellement, vous avez oublié les actionnaires, dans les gens qui ne font pas partie du pacte du travail et qui ne sont pas appelés à contribution. Il y a aussi des actifs qui sont actionnaires. C'est vrai, et je donne un chiffre à l'appui de la thèse qui vient d'être développée. Le chiffre, c'est que c'est une réforme pour 10 milliards d'euros.
On augmente de 130 milliards le budget militaire, d'ailleurs peut-être à raison, et il y a toujours entre 80 et 100 milliards de fraude fiscale en France. Regardez la différence des chiffres. Eh bien, vous ne pouvez pas faire porter comment dire, de plus en plus de charges sur le baudet du travail. Tout ce que vous n'allez pas chercher dans la fraude fiscale, tout ce que vous n'allez pas chercher dans les dépenses militaires, tout ce que vous n'allez pas chercher finalement dans la sobriété énergique due à notre dépendance au gaz russe, par exemple. Ça, c'est la grande idée vous dites qu'on taxe trop le travail, François Castron ? Tout à fait vrai. Là-dessus, moi, je suis cotisations sociales, assez d'accord. Et dans une des grandes nuances... Vous pouvez pas baisser les cotisations sociales sans faire quelques coupures aussi dans les dépenses. Que je peux avoir avec mes amis de la France Insoumise, mes amis quand ils sont sages, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr que la solution ce soit forcément... Eux souhaitent revenir sur toutes les exonérations sur les bas salaires prises depuis 30 ans. Je pense que le volume de travail n'est pas assez important, mais les gens qui malheureusement travaillent sont finalement écrasés par les cotisations sociales et les impôts. Donc il faut que l'assiette fiscale, l'assiette de la contribution soit plus large. Mais vous voyez bien que si on met les cotisations, il faut bien baisser les dépenses quelque part. Et il faut, la vraie réponse, elle est plutôt dans l'augmentation du volume de travail, c'est-à-dire le taux d'emploi, le fait qu'on réindustrialise. Dans la natalité, moi, je ne suis pas choqué par là, que par écraser encore un peu plus ceux qui travaillent. François, Eugénie, allez-y, Eugénie Bastier. Non, mais sinon j'élargis parce qu'il y a quelque chose qui est assez frappant, je trouve aussi, c'est cet appel au bon sens, d'ailleurs, du président de la République, le fameux bon sens qu'on invoque volontiers. La France qui se lève tôt, nommément cité dans le communiqué annonçant le déplacement du président de la République, communiqué de l'Élysée. Le disque rayé de Sarkozy, quoi. Quand, il y a 15 jours, Gérald Darmanin s'en prenait à ceux qui défendent le droit à la paresse. C'est quelque chose d'un petit peu binaire, et on sait que dans la séquence, on sait que ça aussi c'est un mot qui plaît beaucoup à l'Élysée, il y a cette intention après les retraites d'aller proposer une seconde, un projet de loi plein emploi et peut-être une loi Macron 2 pour moderniser le code du travail, etc. S'emparer de ce thème du travail, Eugénie Bastier. Je pense que c'est un thème très très important aujourd'hui en France. Et qui doit être un vrai sujet de débat national. On ne peut pas juste considérer la question du travail sur la question du temps de travail, la durée du travail. Il faut s'interroger à un moment sur la qualité du travail, ce qu'on fait de notre travail. Et d'ailleurs, la durée du travail n'est pas... En parlant des retraites avant ça. Les retraites, c'était une réforme qui était sans doute nécessaire pour des raisons budgétaires, mais ça n'empêche pas qu'il faut poser les vraies questions. Et il y a une note très intéressante de l'Institut Montaigne sur le travail qui montre que, en réalité, 77% des Français sont satisfaits de leur travail. Et ce qui est très intéressant, c'est qui sont les plus satisfaits de leur travail ? Ce sont les indépendants et ce sont ceux qui travaillent le plus. Donc vous voyez bien que la durée de travail n'est pas le seul critère que les gens prennent en compte dans le travail, puisque après, ceux qui sont le plus heureux... sur deux qui se plaint aussi de son niveau de rémunération. Voilà, mais là il y a un vrai sujet sur la rémunération, sur la qualité du travail. La gauche n'en parle pas parce que la seule question qu'elle a à la bouche, c'est la réduction du temps de travail, la réduction du temps de travail. À la NUPES en tout cas, à l'Assemblée nationale, moi je n'entends que ça, la réduction du temps de travail, il faut travailler moins, il faut arriver le plus vite possible à la retraite, mais plutôt que de changer la manière dont nous avons notre rapport au travail, d'améliorer concrètement... François Calfon est un peu un dissident. La semaine de 4 jours présenté comme le futur grand acquis social. Non mais attendez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le monde du travail et l'économie en général avec des lunettes vintage. Évidemment que nous sommes pour les sujets de qualité au travail, puisque nous luttons contre les discriminations hommes-femmes, puisque par exemple dans la dernière réforme des retraites, celle de Marisol Touraine, on a créé des critères de pénibilité. C'est pas une question de temps de travail, c'est une question de qualité de vie au travail. Donc, voilà, je vous démontre. Les critères de pénibilité, c'est pas ça, mais c'est assez intéressant. Je vous interromps parce que les critères de pénibilité, c'est pas ça, c'est de dire justement, plutôt que d'améliorer les conditions de travail, on prend en considération la pénibilité pour partir plus tôt à la retraite. Donc on est toujours dans la durée de travail, on n'est pas dans l'amélioration. Avec un peu de respect, avec tout le respect que je vous dois, vous ne portez pas de charges lourdes, vous n'avez pas de métier pénible, vous n'êtes pas assistante. Je ne parle pas de ça, je dis sur le fond, ce n'est pas une question, vous n'améliorez pas les conditions de travail. Parce que aimer le travail, vous n'améliorez pas les conditions de travail. Vous prenez en considération la pénibilité comme un fait que vous ne pouvez pas changer. Aimer le travail, pour partir à la retraite plus tôt. Aimer le travail, c'est permettre de travailler. S'il vous plaît. Oui. Pas en même temps. C'est insupportable pour les auditeurs qui vous écoutent quand vous vous acharpez que vous ne vous écoutez pas. Laissez-vous parler mutuellement. Alors donc je termine. Vous aurez chacun autant de temps de parole. Aimer le travail, c'est aimer le travail qui émancipe et lutter contre le travail qui asservit ou qui casse le corps des gens et même le moral des gens. Donc ça, vous ne pouvez pas dire cela. La deuxième chose, c'est que vous avez une deuxième assertion sur le thème la gauche n'est obsédée que par la réduction du temps de travail. Vous savez, la semaine de 4 jours, plus personne n'en parle. Par contre, ce que je vois, c'est que dans les entreprises, ils testent eux-mêmes, sans cadre légal, la question de la semaine de 4 jours. Et ça n'est pas un biais idéologique, c'est simplement le fruit du pragmatisme à l'ère où chacun est plus autonome dans l'organisation de son travail. Mais je vois que vous voyez ça avec
les lunettes d'il y a 15 ans au moment des 35 heures. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Il nous reste peu de temps, mais tout de même, sujet malheureusement masqué par le flot d'actualités sans doute plus importante, plus urgente. Dimanche, la Convention citoyenne sur la fin de vie a rendu ses conclusions et cette convention se prononce donc, ils sont à peu près 280 citoyens, ils se sont prononcés en faveur d'une évolution vers une aide active à mourir, je précise, y compris pour les mineurs. Alors évidemment, ça déclenche la colère des conservateurs, comme François-Xavier Bellamy, qui s'est exprimé hier en disant que cette convention citoyenne ne représentait eux-mêmes d'ailleurs s'appellent les conventionnels, et tout ça soulève évidemment des questions morales majeures. Eugénie Bastier, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Pour moi, cette convention citoyenne, c'est entièrement décrédibilisé en se prononçant pour l'aide active à mourir sous forme d'euthanasie aux mineurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est-à-dire des mineurs, des enfants qui pourront décider, qui auraient le droit de décider de mettre fin à leur vie. Moi, je trouve ça absolument épouvantable. Et moi, je pense que ça... Moi, je suis contre la démocratie participative telle qu'elle elle s'organise à travers ces comités, ces conventions, donc gadgets. La méthode vous déplaît, mais la méthode me déplaît parce que la convention citoyenne, c'est finalement le règne des lobbies, évidemment, parce que déjà c'est comme le dit très bien le philosophe Pierre-Henri Tavoyot qui est contre la démocratie participative. Il dit que ces conventions, finalement, la démocratie participative, c'est la dictature de ceux qui ont le temps, parce que les gens qui en fait acceptent de participer à ces conventions, c'est qu'ils ont le temps de le faire. Donc il y a déjà un biais, et en plus c'est une manière de se défausser sur un gadget. Pourquoi Emmanuel Macron n'assume-t-il pas ? Il met en place une loi, on en débat au Parlement, mais je trouve ça grotesque de passer par ce subterfuge de la démocratie participative. Peut-être François, alors, parce il y a l'autre sujet, il y a l'euthanasie en temps. Est-ce qu'on est encore comme les Grecs, le guerrier vaincu qui demande à un autre de l'achever, le vieux monsieur qui ne veut pas être un poids pour sa famille, qui se retire dans le suicide. Sur cette question-là, mais la question qui ne cesse de m'interpeller suite au scandale des EHPAD dont on a beaucoup parlé, c'est qu'on se sépare, parce que quand même statistiquement c'est beaucoup les personnes en fin de vie et beaucoup d'anciens. On se sépare des anciens parce qu'on ne peut pas les assumer dans des EHPAD qui sont de véritables mouroirs, quitte à payer une fortune avec une industrie de la mort. Et d'ailleurs je souhaiterais qu'on nationalise ou qu'on ferme ces EHPAD privés qui sont absolument scandaleux. Et quand finalement tout ça ne marche pas, avec beaucoup de morale importée des pays notamment protestants ou comme la Suisse où on organise tout cela, eh bien dans l'ultime hypocrisie de ne pas prendre en charge ceux qui souffrent autour de nous, on dit vous avez le droit de mourir, vous avez le droit d'appuyer sur le bouton. Ça rappelle le débat sur la pénibilité. N'est-ce pas le miroir de nos propres lâchetés et de nos propres abandons ? C'est quand même une question que je me pose. Ouais. Il faudra qu'on en reparle de ce sujet parce que c'était trop important et c'est trop profond pour qu'on le balaye en 3 minutes. Je vous propose qu'on reprenne date, s'il vous plaît, l'un et l'autre pour ça. Eugénie Bastier, François Calfon sur Europe 1. Merci beaucoup à tous les deux.